Bonjour, dans cette vidéo astrologique un peu plus longue, on va parler de la pleine lune du 28 janvier. Cette année qui se déroule dans l'axe Verseau-Lion. C'est un axe de signe fixe qui n'est pas facile, mais en comparaison avec la nouvelle lune du 13 janvier, ça me semble quand même un peu plus gérable. Forcément émotionnellement chargé, mais au niveau événementiel, je pense qu'on va faire des décisions et que des carrés vont nous motiver à nous dépasser. Donc on a la pleine lune sur 8 degrés environ, Soleil sur 8 degrés du Verseau et la lune sur 8 degrés du Lion. Vénus est conjointe à Pluton, presque conjonction exacte, alors très serrée. On a donc Mars sur 9 degrés du Taureau, Jupiter 9 degrés du Verseau, le carré exact entre Mars et Jupiter. Saturne sur 4 Verseau également, on peut considérer qu'on a donc le carré Mars-Saturne de nouveau, un aspect que j'ai abordé suffisamment lors de mes vidéos de 2020. Et on a donc Uranus sur 6 degrés Taureau, il est direct depuis un moment. Également donc Mars-Uranus en conjonction carré à Jupiter et Saturne. Et Jupiter et Saturne conjoints au Soleil et opposés à la Lune, donc c'est assez chargé. Il y a plein d'aspects, il y a plein de carrés, il y a plein d'oppositions, plein de conjonctions. Donc la pleine lune est opposée à Jupiter et Saturne. Et la pleine lune est donc carrée à Mars et Uranus en Taureau. Et comme chaque fois quand je fais ces vidéos astrologiques, j'essaie d'illustrer toute la situation, la configuration astrologique par la citation, par les observations sur un roman, sur un film, sur une histoire, ou donc une morale, une leçon, un enseignement qu'il faut, disons, tirer, qu'il faut utiliser à partir de la constellation astrologique actuelle. Et pour cette fois, étant donné qu'on a plein de conflits entre le signe du Lion et le signe du Verseau, j'ai choisi le roman L'Amant de Marguerite Duras, un roman qui a reçu le prix Goncourt et qui m'a beaucoup plu. Et il y a eu une époque, pendant les années 90, quand je le connaissais presque par cœur. C'était mon ouvrage littéraire préféré. Donc dans ce roman, le contexte et la trame et la narration et les sujets abordés sont complètement en phase avec ces aspects difficiles de Jupiter et Pluton en Verseau. Donc c'est toujours des figures d'autorité, c'est toujours un pouvoir familial, social, donc des préjugés qui sont ancrés, amplifiés par Jupiter. Donc la rigidité saturnienne qui est amplifiée par la présence jupitérienne. Et en l'occurrence, dans ce roman, c'est forcément l'amour interdit d'une jeune fille blanche avec un chinois. Vous voyez, donc il y a la différence de race, de classe, de rang, de sang, donc tous ces préjugés, tous les obstacles sont disons, pourrait être nommé comme cette influence éprouvante de Jupiter et Saturne sur le Soleil en Verseau. Vous voyez donc la figure de son père, le refus de sa famille à elle, la nécessité qu'il se plie au joug paternel. Tout ça, c'est la conjonction Soleil à Jupiter et Saturne en Verseau. Mais ces personnages sont quand même de l'arrière-plan. C'est des oppositions qui
des oppositions familiales et des contraintes sociales qu'il n'arrive pas à dépasser. C'est ça l'opposition Soleil-Lune. L'opposition, vous voyez, ils se regardent mais ils ne se croisent pas. Donc la nouvelle Lune, c'est l'association, c'est la conjonction, c'est l'union. Les deux planètes sont ensemble, serrées, et fonctionnent simultanément et ont l'impact l'une sur l'autre, alors que dans l'opposition, c'est l'ordre de 180 degrés, c'est donc le conflit, c'est la distance, c'est l'éloignement, vous voyez. Donc, pourquoi j'ai choisi cette symbolique pour le Verseau, le signe du Verseau et le Lion? Parce que on ne voit pas proprement dit, comment dirais-je, on ne voit pas tellement cette interdiction posée par leur famille, on ne voit pas ça explicitement. L'opposition également de la société coloniale qui n'accepte pas les relations de ce type, c'est assez, disons, flou dans le roman même. Alors que l'accent est sur l'amour fou, Vénus conjointe à Pluton en Capricorne, qu'on a en ce moment dans le décor. Et c'est un aspect qui est souvent attribué à la symbolique des mantes religieuses. Mais, heureusement, ici, dans ce roman, on n'a pas de mort, physiquement. Donc, la jeune fille qui vit cette histoire d'amour passionnel et intense, et un amour qui abolit les limites, les frontières du temps, de l'espace, qui brave les interdictions de la société. Cet amour est vivant et se transforme en une autre passion. Vénus-Pluton, pour elle, c'est l'écriture. Vous voyez, donc, toute cette symbolique Vénus-Pluton est très subtile et elle n'indique pas chaque fois la mort, la souffrance, le calvaire qui coûte la vie à quelqu'un. Ça peut être donc une profondeur qui transforme également l'individu qui vit cette passion et transforme cette passion en quelque chose d'autre. Pas forcément en destruction envers soi-même ou envers les autres. Donc c'est ça. Et quoi encore? Donc c'est le roman représente le récit très autobiographique, l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui va au lycée français dans la colonie, au Saigon, et souvent on a des descriptions de la traversée du fleuve. Donc le Mekong, c'est une fleuve en Indochine française qui souvent représente cette fatalité de la force de la nature. Ça aussi, ça pourrait être Vénus-Pluton. Tout pouvoir intense, fatal, c'est attribué donc à Pluton. Et elle passe donc sa jeunesse dans ce lycée. Elle rencontre un Chinois milliardaire, de nouveau la symbolique d'une grande richesse, symbolisée par Pluton. Vénus-Pluton, Vénus en Capricorne, Pluton en Capricorne, donc une richesse, mais la richesse qui ne se voit pas. Ce qu'on voit dans ce roman, c'est sa timidité, sa souffrance. Il aime la folie au point qu'il craint même l'insulte de sa part. Donc il pourrait se mettre à pleurer quand elle le refuse ou quand elle l'insulte, ou si elle l'insulte, etc. Donc c'est un amour fou avec cet aspect de domination, soumission implicite, non exprimée. Donc c'est un non-dit, mais ça se voit à travers la description. Donc on a un Mars-Uranus
en conjonction, cet aspect pourrait se référer à ses frères. Le frère aîné qui est agressif, qui maltraite la famille entière, et sa mère qui donc s'aperçoit de la dysfonctionnalité de la famille et qui a envie de les séparer, de protéger tant soit peu les enfants. Quoique, on voit dans le roman aussi la vénalité de la mère. Également, une connotation qui pourrait être attribuée à Vénus-Pluton. La vénalité de la mère qui n'a pas su vivre, qui a, à cause de cette pauvreté extrême, elle a lâché, en fait, elle s'est résignée et voilà, elle a perdu un peu le sens moral et elle est devenue comme ça neurasthénique, disons. Ça aussi, Mars et Uranus en carré pourraient parler des frères et d'une ambiance généralement explosive avec des conflits, des bagarres, voilà, des bagarres physiques avec Mars. Et donc, la pleine lune, cette fois, est donc carrée à cette conjonction Mars-Uranus. Ça veut dire, concrètement, dans le roman, c'est l'esprit de rébellion de cette fillette qui devient femme avec ce Chinois dans un studio à Chonan. Et donc elle découvre pour la première fois sa féminité et elle fait de cette expérience physique la transposition romanesque qu'on a dans le roman, les descriptions concrètes avec leurs échanges, leurs ébats amoureux. Donc ça aussi c'est Vénus-Pluton, c'est un amour physiquement consommant qui détruit la structure psychologique de quelqu'un et la transforme de façon irréversible. Et on a donc avec tous ces aspects, donc je dirais que tous les obstacles que la fillette a à franchir sont liés à ces normes sociales, ces contraintes. Vous voyez, elle doit d'abord confronter le désaccord de sa famille, c'est l'amour impossible. Ensuite, l'opposition de son père à lui et l'opposition de la société coloniale. Tout ça pourrait être représenté par ce climat un peu stressant, un peu difficile de carré de pleine lune à Mars, Uranus et également Mars et Uranus sont en carré avec Jupiter et Saturne. C'est ça la symbolique. Et puis je dirais que la passion viscérale représentée par Vénus-Pluton suggère toujours un tabou infranchissable, quelque chose de fatal qui s'interpose entre les protagonistes et les empêche de réaliser un objectif sentimental. D'abord, Vénus est affligée en Capricorne ici, et en plus quand elle est conjointe à Pluton, ça amplifie l'impossibilité à être épanouie dans sa vie affective. Donc on a l'écriture ici comme conséquence des traumatismes. L'écriture comme une sorte de guérison, une façon de s'exorciser. C'est ça le cas souvent avec les aspects tendus et les aspects précis de Pluton.
Donc il faut être un peu alchimiste, transformer sa propre blessure quelconque en or. C'est ce qu'elle a fait avec l'écriture, avec ce roman justement. Donc elle s'est libérée de ces démons Pluton qui l'ont hanté pendant une certaine période. Donc après son retour en France. Ensuite, le roman a plusieurs scènes de description du fleuve et de son pouvoir qui échappe au contrôle humain. Donc tout ça c'est Pluton, les forces de la nature qu'on ne peut pas gérer, quel que soit notre degré de prévoyance, de prudence, on n'y peut rien. Donc c'est le cas avec Pluton, qui peut symboliser également les grandes épreuves au niveau planétaire. Secousses, tremblements de terre avec le pouvoir destructeur énorme. Et voilà des phénomènes qu'on n'arrive pas forcément à expliquer et à rationaliser. Donc, ce livre est un vrai chef-d'œuvre. Ce rapport également difficile avec sa mère, ça pourrait être attribué à cette symbolique Vénus en Capricorne conjointe à Pluton. Il y a plein de non-dits, il y a la vénalité de la mère qui n'est pas tellement abordée, mais qui ressurgit d'une façon sous-jacente. Et sa dépression et son désespoir. Et cette ambiguïté, parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui élève et qui s'occupe d'une famille dans l'ambiance coloniale, et en même temps, donc pour ça, il faut avoir quand même la force, et en même temps, cette faiblesse qu'elle a, donc l'impossibilité à gérer tout ça. Et on va passer aux citations. J'ai choisi d'abord la citation sur la passion, Vénus-Pluton. Les baisers sur le corps font pleurer, on dirait qu'ils consolent. Dans la famille, je ne pleure pas. Ce jour-là, dans cette chambre, les larmes consolent du passé et de l'avenir aussi. Je lui dis que de ma mère une fois je me séparerai, que même pour ma mère une fois je n'aurai plus d'amour. Je pleure. Il met sa tête sur moi et il pleure de me voir pleurer. Je lui dis que dans mon enfance, le malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve, que le rêve c'était ma mère et jamais les arbres de Noël, toujours elle seulement, qu'elle soit la mère écorchée vive de la misère, ou qu'elle soit celle dans tous ces états qui parlent dans le désert, qu'elle soit celle qui cherche la nourriture, ou celle qui interminablement raconte ce qui est arrivé à elle. Marie le Grand de Roubaix, elle parle de son innocence, de ses économies, de son espoir. Voilà. Donc le rapport ambigu et difficile avec la mère, voilà, peut conduire vers les amours impossibles. Vénus peut représenter donc la dose d'amour propre qu'on a ou qu'on n'a pas, le sens de satisfaction intérieure ou le vide. Et apparemment, vous voyez, à travers ces lignes que je viens de vous lire, c'est que l'enfance malheureuse a causé ces dégâts, la sensation de malheur et d'absurde. Donc cette fillette est devenue, disons, âgée prématurément à cause de difficultés familiales. Et maintenant, on va analyser la passion pour l'écriture.
Donc Vénus Pluton de nouveau, je suis encore dans cette famille, c'est là que j'habite, à l'exclusion de tout autre lieu. C'est dans son aridité et sa terrible dureté, sa malfaisance, que je suis le plus profondément assuré de moi-même, au plus profond de ma certitude essentielle, à savoir que plus tard j'écrirai. Voilà l'écriture comme un refuge, comme un besoin de se réfugier quelque part, de se consoler, de se protéger de quelque chose, des dangers imminents et puissants et fatals. Et donc, voilà, c'est un roman en fait de formation. Les carrés sont ces aspects qui parlent de l'évolution. Et à travers ce roman, donc, on voit sa façon de grandir, de conquérir son autonomie. C'est justement la bataille représentée concrètement par les carrés Jupiter-Saturne à Mars et à Uranus. Des efforts qu'on fait lors de son évolution, qu'on n'abandonne pas pour devenir autonome et pour s'individualiser en quelque sorte. Donc voilà, son évolution apparemment se déroule à travers les dédales de désespoir, de deuil par rapport à sa famille, le chagrin d'amour. Un chagrin d'amour qui a laissé les empreintes indélébiles, qui l'a marqué pour la vie. En quelque sorte, dans cette impossibilité à concrétiser cet amour, on voit son besoin d'écrire et on voit la raison de son succès littéraire. Vous voyez, un malheur qui, en fait, engendre un succès après. C'est ça la dynamique de Pluton. Quelque chose est détruit, mais quelque chose d'autre renaît à partir de ses cendres. Et on continue avec les citations. Maintenant, on va de nouveau parler de la passion, Vénus-Pluton. On allait encore chaque jour dans la garçonnière de Cholin. Il faisait comme d'habitude. Pendant tout un temps, il faisait comme d'habitude. Il me douchait avec l'eau des jarres et il me portait sur le lit. Il venait près de moi, il s'allongeait aussi, mais il était devenu sans force aucune, sans puissance aucune. La date du départ, même encore lointaine, une fois fixée, il ne pouvait plus rien faire avec mon corps. C'était arrivé brutalement à son insu. Son corps ne voulait pas de celle-ci qui allait partir, trahir. Il disait, je ne peux plus te prendre, je croyais pouvoir encore, je ne peux plus. Il disait qu'il était mort. Il avait un très doux sourire d'excuse. Il disait que peut-être ça ne reviendrait plus jamais. Je lui demandais s'il aurait voulu cela. Il riait presque, il disait, je ne sais pas, en ce moment peut-être que oui. Sa douceur était restée entière dans la douleur. Il ne parlait pas de cette douleur, il n'en avait jamais dit un mot. Parfois son visage tremblait, il fermait les yeux et ses dents se serraient. Mais il se taisait toujours sur les images qu'il voyait derrière ses yeux fermés. On aurait dit qu'il aimait cette douleur, qu'il aimait comme il m'avait aimé, très fort, jusqu'à mourir peut-être, et que maintenant il la préférait à moi. Des fois, il disait qu'il voulait me caresser parce qu'il savait que j'en avais une grande envie et qu'il voulait me regarder lorsque la jouissance se produirait. Il le faisait, il me regardait en même temps et il m'appelait comme son enfant. On avait décidé de ne plus se voir, et ce n'était pas possible, ça n'avait pas été possible. Chaque soir, je le retrouvais devant le lycée, dans son automobile noire, la tête détournée de la honte. Vous voyez cette ambiguïté de Pluton
l'ambiguïté de la passion, de la douleur, du chagrin, de la passion, tout est mélangé dans cet extrait que je viens de vous lire. La peur, le désespoir, la résignation, voilà, donc cette raison de refuser son corps, c'est dû donc cette décision qu'elle avait prise de le quitter, de revenir en France, de s'installer en France et d'oublier ce passage de sa vie et de sa jeunesse. Ensuite, d'autres citations sur le départ. Ça, c'est la nostalgie également qui immobilise l'âme de quelqu'un. La nostalgie si cuisante, si présente qu'on n'arrive pas à s'en détacher. On a toujours donc dans la mémoire ces souvenirs gardés, les souvenirs qui sont éternisés. Elle aussi, c'était lorsque le bateau avait lancé son premier adieu, quand on avait relevé la passerelle et que les remorqueurs avaient commencé à le tirer, à l'éloigner de la terre, qu'elle avait pleuré. Elle avait fait sans montrer ses larmes, parce qu'il était chinois et qu'on ne devait pas pleurer ce genre d'amant, sans montrer à sa mère et à son petit frère qu'elle avait de la peine, sans montrer rien, comme c'était d'habitude entre eux. Sa grande automobile était là, longue et noire, avec à l'avant le chauffeur en blanc. Elle était un peu à l'écart du parc à voiture des messageries maritimes isolées. Elle avait reconnu à ces signes-là, c'était lui à l'arrière, cette forme à peine visible, qui ne faisait aucun mouvement terrassé. Elle était accoudée au bastingage comme la première fois sur le bac. Elle savait qui la regardait. Elle le regardait elle aussi, elle ne le voyait plus, mais elle regardait encore vers la forme de l'automobile noire. Et puis à la fin, elle ne l'avait plus vu. Le port s'était effacé et puis la terre. C'est un départ qu'elle arrivera à sublimer dans la création littéraire, justement, Vénus, Pluton en Capricorne. Donner une forme concrète à son deuil, son chagrin, sa souffrance. Et encore une citation de la fin du roman qui parle donc de ces retrouvailles. Une fois installée en France, elle a écrit le livre et puis il l'appelle au téléphone après tant d'années et il lui témoigne de cet amour qui ne s'est jamais éteint. Malgré son mariage avec une chinoise et l'acceptation des normes sociales, il n'a jamais en fait abandonné cet amour qu'il avait et qui justement était si grand parce qu'il y avait cette interdiction qu'on ne fait pas mélanger les races, les classes. C'est ce qui a donné donc la profondeur, le charme et le côté fatal, Vénus-Pluton, un amour fatal. Peut-être connaissait-elle l'existence de la jeune fille blanche. C'est au sujet de sa femme. Elle avait des servantes natives de Sadek qui connaissaient l'histoire et qui avaient dû parler. Elle ne devait pas ignorer sa peine. Elle aurait dû être du même âge, toutes les deux, 16 ans. Cette nuit-là, avait-elle vu pleurer son époux? Et, se voyant, l'avait-elle consolé? Une petite fille de 16 ans, une fiancée chinoise des années 30, pouvait-elle sans inconvénance consoler ce genre de peine adultère dont elle faisait les frais? Qui sait, peut-être qu'elle se trompait, peut-être avait-elle pleuré avec lui sans un mot le reste de la nuit. Et puis l'amour venir ensuite après les pleurs.
elle, la jeune fille blanche, elle n'avait jamais rien su de ces événements-là. Des années après la guerre, après le mariage, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle avait reconnu dès la voix. Il avait dit, je voulais simplement entendre votre voix. Elle avait dit, c'est moi, bonjour. Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec ce tremblement tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire les livres, il avait su par la mère qu'il avait revu à Saigon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. C'est ça, Vénus Pluton. Et j'ai tout dit en ce qui concerne l'illustration littéraire cette fois. Ce n'était pas un film, mais on va maintenant analyser ce que ça pourrait donner dans nos vies. Donc quel climat social ou privé, personnel, pourrait nous surprendre avec ces aspects. Je dirais qu'il faut vraiment faire attention à ne pas être débordé par l'insatisfaction. On a plein de carrés Mars à Jupiter et Saturne. Donc Mars, notre volonté de nous affirmer qui est contrainte et freinée par l'influence sociale, la barrière, les normes forcément exagérées et rigides qu'on a. Donc vous voyez de nouveau quelques couvre-feux, quelque chose, c'est ça. Mars, Uranus, une conjonction et en carré à Jupiter et Saturne en Verseau. Et puis surveiller la vitesse, les décisions irréfléchies, brusques. Tout le monde pourrait avoir envie de démissionner, de claquer la porte, de s'en aller, de dire ces 4 vérités à un membre de famille qui nous a déçus, trahis, abandonnés. Donc attention à ne pas s'enflammer facilement, à ne pas péter le câble avec Mars carré à Jupiter, Mars carré à Saturne. Des aspects de nouveau très difficiles qui se répètent, qui étaient en vigueur en octobre 2020. Mars carré Saturne, j'en ai parlé dans une vidéo en évoquant l'histoire d'un âne qui, grâce à la patience et la résilience, arrive à remonter la pente. Et on a donc Vénus en Capricorne, Pluton en Capricorne. Ça pourrait donc remonter à la surface des blessures sous-jacentes liées à un traumatisme affectif du passé, comme les mémoires troublantes d'un amour impossible et qui forcément nous a impacté dans le sens qu'on a abandonné la recherche d'âme sœur qu'on ne veut plus parce qu'on préfère se réfugier dans sa bulle et voilà, fantasmer comme ça sans jamais expliciter les désirs. Avec Pluton, tout peut rester comme ça enfoui et silencieux, et pourtant plus c'est caché, plus c'est intense comme sentiment. Mars conjonction Uranus, justement, c'est le danger avec les carrés à Saturne et Jupiter, le danger provenant de quelque vitesse, de quelque imprudence, de quelque impulsivité personnelle. Donc attention à ne pas déclencher les disputes, la violence,
il est important, il me semble, avec ces aspects, de trouver justement l'exutoire comme dans le livre, l'auteur donc que j'apprécie énormément. Donc Marguerite Duras a fait de toute cette peine de son enfance malheureuse un livre gigantesque, énorme, un chef-d'œuvre littéraire et un moyen de s'exorciser apparemment. Vous voyez, c'est ça le sens. Parce qu'on a l'impression que les blessures sont trop profondes, qu'on ne peut plus fonctionner avec de telles difficultés, une telle sensation d'échec qui s'est ancrée en profondeur de notre âme et de notre personnalité. Donc pour quelqu'un ça peut être les soucis en lien avec l'héritage. Plutôt on peut parler également de ça. Donc, le désamour qui s'installe dans la famille à cause d'une impossibilité à régler les comptes de se sortir de l'indivision, comme on dit, lors de ces successions problématiques, etc. Donc, soucis en lien avec la famille, soucis en lien avec le partenaire, soucis en lien avec sa sexualité aussi, comme je vous ai cité ce passage justement dans le livre qui évoque l'impuissance de ce Chinois. Donc vous voyez, peut-être on se sent tous un peu comme ça, dans la lassitude totale. Et non seulement physiquement, mais on peut comme ça éprouver la sensation d'une stérilité intellectuelle, d'une impuissance à créer quelque chose. Lassitude qui est due forcément à ce qu'on a vécu récemment avec les épreuves sanitaires et l'esprit paranoïaque et les délires sociaux. Donc, c'est une pleine lune assez éprouvante. Il faut être sincère avec soi-même. Et voilà, absolument trouver quelques moyens de se défouler. Autrement, ces aspects sont très troublants et ça peut vraiment bouleverser notre vie. Donc attention. Et puis un peu plus tard, il y aura également la rétrogradation de Mercure qui se trouve toujours en Verseau. Ça n'arrange pas les choses. On a donc déjà l'ombre de la rétrogradation. Donc il est dans la boucle de sa rétrogradation. C'est également, il est donc encore direct, mais ça se fait ressentir comme un ralentissement au niveau de la communication, manque de compréhension, incertitude personnelle, impossibilité à se déclarer avec des caprices forcément au niveau verbal, parce qu'un Verseau en Verseau, ces planètes en Verseau accentuent quelques dimensions intellectuelles et cérébrales de tout ce qui nous arrive. Mais hélas, donc forcément notre quête d'indépendance, représentée par Soleil, Jupiter, Saturne en Verseau, est freinée par les facteurs matériels Mars et Uranus en Taureau. Vous voyez. Voilà, j'espère que j'ai tout expliqué. Je vous souhaite une bonne pleine lune et à très bientôt.